Bienvenue à tous pour cette séance de reprise du séminaire Architecture équerre de la chaire de philosophie à l'hôpital, donc qui entame sa 4e année. Donc je vous rappelle, chaire de philosophie à l'hôpital, c'est un lieu d'enseignement, de recherche qui existe depuis 5 ou 6 ans, initialement fondé par Cynthia Fleury et d'abord à Sainte-Anne, et aujourd'hui il y a plusieurs antennes, dont l'Adamant sur lequel nous avons élu domicile pour parler d'architecture. Donc c'est un séminaire qui parle des rapports en gros entre soins et espace dans tout un tas de dimensions. Je vais vous présenter le programme de cette année. En gros, il va y avoir trois axes de travail cette année. Une première séquence qui va être un moment de reformulation. Il y a des gens qui parlent, ils entendent bien peut-être dans le chat, c'est bon ? C'est bon. Un premier moment qui va être une tentative de reformulation des enjeux du séminaire. Au bout de la 4e année, essayer de reprendre un peu, de synthétiser les grands enjeux, de les compléter en fonction de tout ce qu'on s'est dit pendant 3 ans. Avec certains compléments qui viennent de tout ce que des invités qu'on a eu pendant ces 3 ans. Donc voilà, ça va être une tentative comme ça de reprise un peu des grands sujets. Avec une double séance qui s'appelle Rester vertical, je reviendrai sur ce titre, et qui va être complétée par une 3e séance avec des invités dont je parlerai dans une minute. Ensuite, on aura un deuxième axe de travail qui va plutôt s'attacher aux soins comme un concept, comme un concept holistique, c'est-à-dire comme un concept transversal, c'est-à-dire qu'en gros, on va quitter un peu les lieux de soins à proprement parler comme terrain d'étude et qu'on va s'intéresser aux soins comme un concept plus général pour l'architecture. On va le faire notamment avec l'intervention de Léopold Lambert, que certains connaissent peut-être, qui est un architecte fondateur de la revue Funambuliste, qui est une revue d'architecture qui joue vraiment sur la dimension politique de l'architecture comme un outil de colonisation, comme un outil de domination, d'oppression et aussi de libération. Donc le titre de son intervention est assez clair, l'architecture comme arme coloniale. Il parle notamment du déplacement des formes, des dispositifs spatiaux depuis les colonies françaises jusqu'à l'espace public dans les métropoles françaises, notamment pour gérer, entre guillemets, les moments d'état d'urgence. Et puis, dans cette séquence-là, on aura aussi une intervention d'Éric Chauvier, qui est un anthropologue, qui travaille beaucoup sur l'architecture, et qui va faire une intervention qui est consacrée aux soins comme concept de l'habité chez Heidegger. Donc là, on est dans une intervention un petit peu plus philo. Et une 3e séquence, c'est pas exactement, ça s'enchaîne pas tout à fait, mais un 3e axe de travail qui va s'attacher à faire un peu atterrir ces réflexions sur l'Adamant, avec 1 ou 2 séances qu'on est en train de construire, et donc qui vont s'attacher à voir ce que les notions de soins, de réparation, de maintenance, comment ça résonne aussi avec le quotidien de l'Adamant. Voilà. Donc avec ce titre Rester vertical, donc pour cette double première séance, donc il y a un titre que j'emprunte au cinéaste Alain Guiraudy, c'est le titre de son dernier film. Parce que le concept de verticalité, ça va être le fil directeur de ces 2 premières séances pour reformuler un certain nombre de choses. Avec, si vous voulez, deux choses. D'une part, voir la verticalité comme un concept qu'on peut opposer à la logique du flux, le flux qu'on aura vu comme étant la puissance dominante de l'architecture. Et dans un deuxième temps, la séance prochaine, le 9 novembre, on va un petit peu poursuivre ce travail sur la verticalité en croisant nos réflexions avec des choses qui viennent plutôt des recherches médicales et notamment dans le champ de l'autisme, où le concept de verticalité a un sens très précis. Donc voilà, tout ça va nous servir un peu de cadre pour redémarrer l'année. Et ça va s'accompagner d'une séance en complément avec les architectes Tolila Gilliland qui vont nous présenter 2 projets hospitaliers, ou 3 je crois, où ils travaillent sur cette notion aussi, ils travaillent sur l'autisme et comment ils peuvent gérer ces sujets-là. Et donc, ça va être un complément de cette première séquence. Sachant que cette première séance, elle est elle-même découpée en 2 sous-parties. Du coup, on ne voit pas la ligne haute. La ligne haute, c'est... je ne la vois pas non plus.
architecture care, reformulation des enjeux du séminaire, un truc comme ça. Mais en gros, voilà, en gros, la première partie aujourd'hui, c'est de reformuler notre outil de travail qui est le care, l'éthique du care, ce que ça implique, ce que ça nous permet de dire. Et une deuxième partie qui est, en gros, reformuler notre problème, qui est le flux. Donc aujourd'hui, je vais ressolliciter volontairement un certain nombre de choses qu'on a vu pendant ces 3 années, que je vais mettre en lien aussi avec un nouveau corpus que j'ai envie de partager avec vous pour consolider un peu notre base de travail. Juste repartir du dernier cours avec lequel on a conclu l'année précédente, qui est avec Peter Versteeg, qui est un architecte qui a écrit le livre Alcove avec Catherine Versteeg-Cellier. Pourquoi je repars de lui? Parce que, en fait, il a une démarche qui est assez similaire de ce qu'on essaye de faire ici. C'est d'une part de partir d'expérimentation architecturale dans des lieux du soin, au sens propre du terme. En l'occurrence, ici, c'est les hôpitaux psychiatriques en Suisse. Et à partir de ça, essayer d'établir un discours plus général sur l'architecture. Et c'est notamment, lui, il travaille beaucoup sur l'assujettissement de l'architecture à des enjeux économiques, à des enjeux financiers. Et c'est à peu près ça qu'on essaye de faire ici aussi, c'est-à-dire partir de lieux de soins comme champs d'études privilégiés. J'en ai remis quelques-uns qu'on a vus cette année. Des lieux en psychiatrie, ici, il y en a quelques-uns qu'on a vus cette année. Également des lieux de médecine somatique, avec Colin Periano, avec aussi Donato Severo. Des lieux qui s'adressent à des populations dépendantes, à des populations qui vieillissent, avec Myriam Chabani, Lou Brossier, avec Fanny Cérez. Et puis aussi tout un tas de lieux qui s'adressent d'une manière plus générale à la notion de précarité, avec une séance qui était co-présentée par Elisabeth Essayan, qui est ce soir avec nous. Et à ce sujet, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que le premier semestre de ce séminaire est l'occasion d'une collaboration initiée entre la chaire et l'école d'architecture de Belleville. Voilà, la chaire a été invitée à accompagner les étudiants pour la conception d'un lieu consacré à l'autisme. Et puis voilà, donc partir de lieux de soins, et puis à partir de ces lieux, essayer d'établir ce qu'on peut appeler une théorie critique de l'architecture, un peu sur les traces de ces personnalités qu'on a reçues. Pierron, par exemple, une séance avec Bruce Begou, Arnaud Vallée sur la notion d'ambiance aussi, qui a une histoire en psy, mais qui est aussi un concept plus général. Et puis Peter Versteeg, qui lui fait très clairement ce déplacement de l'hôpital psychiatrique vers la société en général. Et c'est donc je vais redire certaines choses que ceux qui viennent dans tous les cours, voire d'autres cours de la chaire, vous connaissez déjà, mais ça me paraissait important, ce début d'année, de redire certains basiques. Donc tout ça fait appel ça illustre la double filiation du terme care, qui vient, je le rappelle, à la fois du champ de la médecine et du champ de la philosophie politique. Dans le cas de la médecine, le plus simple pour l'aborder, c'est de s'appuyer sur Donald Winnicott, qui a écrit un texte très explicite qui s'appelle Cure, dans lequel il fait la distinction entre le cure, qui est la dimension technique, rationaliste du soin, le soin nécessaire comme cure, mais qui peut prendre évidemment des risques, le risque de traiter le patient comme un pur objet scientifique, en oubliant sa subjectivité. Et puis à côté de ça, il y a le care, donc qui lui va plutôt essayer de travailler avec la subjectivité du patient. Évidemment, ce que dit Winnicott, c'est qu'il faut travailler avec les deux. Il ne faut pas que le cure prenne le pas sur le care. Sachant que pour essayer de comprendre ça, il y a d'autres références. On peut remonter à Platon, qui distingue deux types de médecins dans les lois. Ceux qui se bornent à prescrire sans donner d'explication, et ceux qui, au contraire, essayent d'entrer en conversation avec les patients. Sachant que le premier, c'est le médecin qui s'adresse aux esclaves, et le deuxième, c'est ceux qui travaillent avec les hommes libres de la cité athénienne. On peut évidemment, j'avais envie de partager avec vous quelques autres formulation du soin, notamment en allant chercher du côté de la design analyse. C'est un terme un petit peu barbare, mais c'est pas très compliqué. C'est un courant de psychothérapie qui a émergé
en Allemagne au début du XXe siècle, avec des médecins qui ont essayé d'intégrer l'apport de Heidegger pour repenser la médecine et la psy, avec notamment quelqu'un dont on a brièvement parlé, qui est Binswanger. Je crois qu'on en a parlé un petit peu au moment du cours sur l'ambiance. Il y a pardon, je le dis, il y a l'école française de Dasein Analyse et héberger ses archives, et il y a certains événements qui sont hébergés par la chaire de philosophie. On trouve, je le rappelle parce qu'on trouve chez ces auteurs-là des très belles formulations de notre problématique. Notamment, je peux vous renvoyer à ce livre de Pierre Van Damme sur Binswanger, qui est quelqu'un, comme le dit Van Damme, qui est quelqu'un assez méconnu, mais qui pourtant a un apport très important, qui a des formulations qui nous conviennent très bien, c'est-à-dire le patient n'est pas un objet, mais un sujet. Cela suppose de la part des psychothérapeutes d'oser la mise en jeu de sa propre existence. Et puis, ce déplacement de la maladie mentale comme une altération de l'être, comme une altération de la manière d'être au monde, ce qui est en fait une manière de formuler la maladie en s'appuyant sur l'être heideggerien. Et puis Michel Foucault, c'est un épisode passionnant. Michel Foucault a fait un voyage en 1954 pour aller rencontrer Binswanger. On le voit ici, c'est caché par les gens qui sont en distance, mais on le voit en bas. Il est au milieu, à gauche, c'est Roland Kuhn, qui est un autre grand nom de l'époque. Et en fait, il se trouve que Foucault est tombé par hasard le jour du Carnaval des Fous, et ça l'a énormément impressionné. Il a écrit après un petit peu là-dessus, et on considère que c'est le moment qui a lancé pour lui son intérêt pour la question de la maladie mentale, et puis l'écriture de l'histoire de la folie. Et on trouve dans un livre, Michel Foucault a écrit sur Binswanger, il a introduit Binswanger en France, et on trouve dans ce livre édité par Elisabeth Bassaud aussi des très belles formulations de notre problématique, et notamment cette idée de l'acte de soin comme une coprésence, un rapport d'homme à homme, dans lequel le soignant prend ses risques dans le monde du malade. Et puis l'autre dimension de notre sujet, c'est le care comme un outil qui vient de la philosophie politique. Ça, c'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup dans la chaire, et vous trouvez ça aussi dans le cours Design et Care de Antoine Fellolio et Cynthia Fleury. Je rappelle quelques références qui, pour moi, sont particulièrement importantes. Donc, en gros, l'idée, c'est d'entamer un travail de déconstruction et de retournement de la notion de vulnérabilité des individus, plutôt que d'essayer de la masquer, de l'invisibiliser. C'est l'idée, au contraire, de la reconnaître comme une forme de vie valable, qui a une place dans les organisations, voire revendiquer cette vulnérabilité, non pas comme une perte ou comme un empêchement d'une capacité, mais au contraire comme une autre forme de capacité. Et il y a ces deux références qui, pour moi, sont particulièrement importantes. C'est Martha Nussbaum, philosophe américaine, un livre incroyable, magnifique, qui s'appelle « La fragilité du bien », qui parle de la notion de vulnérabilité chez les Grecs antiques. Et elle explique en opposant, je caricature un peu, mais Platon et Aristote, comment il y a déjà ces deux versions qui s'opposent, avec l'un des deux qui cherche à pathologiser la vulnérabilité, la transformer en maladie, quelque chose qu'il va falloir invisibiliser parce que ce sera un obstacle à ce qu'elle appelle la vie bonne. La vie bonne, c'est un concept de philosophie qui est ancien et qui revient régulièrement. Et face à ça, il y a l'idée, au contraire, qu'il faut reconnaître cette vulnérabilité propre à l'homme parce que c'est aussi là-dedans qu'il peut se passer quelque chose, voire une capacité d'action. Et puis, il y a une autre référence majeure pour moi qui est Gunther Anders, qui est L'obsolescence de l'homme, donc un livre de 1956, avec l'idée que le grand souci de l'humanité, disons, c'est que l'homme a cherché à un moment à refuser son obsolescence parce qu'il a commencé à se comparer aux objets qu'il produisait, qui duraient plus longtemps que lui. Et il a commencé à développer un complexe par rapport à sa production technique. Et il a écrit toute une théorie là-dessus à partir de ce retard, d'un décalage entre l'homme et sa production. Voilà, donc il y a chez Anders toute une critique évidemment de ça, et notamment une critique de ce qu'il appelle le mythe du self-made man, c'est-à-dire l'homme qui rêverait de se fabriquer lui-même et donc qui ne dépendrait de personne. Donc c'est le mythe de l'autonomie, le mythe de... Voilà, et au contraire, Anders en appelle à une forme à reconnaître dans cette singularité, même s'il y a un malaise dans cette singularité, à reconnaître aussi ce qui peut faire la puissance de l'humanité.
Et puis redire aussi, peut-être plus clairement qu'on l'a fait précédemment, qu'avec certains de ces auteurs, il y a vraiment l'idée de poser le care et le soin comme un outil de lutte politique, comme une force d'opposition aux excès du libéralisme, à la prédominance du pouvoir économique. Et ça, on le trouve dès John Tronto, donc, qui est considéré comme la grande pionnière du care dans sa version contemporaine, dans sa version contemporaine dans la philosophie américaine. Le care est une critique de l'idée d'individu entièrement autonome, et c'est l'affirmation de la dépendance comme un état de fait de la société humaine. Et donc revendiquer aussi la vulnérabilité, parce que c'est ça qui crée les organisations humaines. Ça, on le trouve aussi chez d'autres auteurs. Et puis Judith Butler, qui est importante aussi, parce qu'elle va plus loin en posant la vulnérabilité comme une force de résistance au pouvoir politique. Une autre référence que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que ça va dans notre sens, c'est une référence qui nous vient de la sociologie. C'est un livre qui, chez les sociologues et dans les sciences sociales, en tout cas, a fait pas mal de bruit cet été. C'est sorti cet été. Un livre de Bernard Lahire qui s'appelle, dans un livre très ambitieux qui est très gros, qui s'appelle Les structures fondamentales des sociétés humaines. Donc, avec le titre, on sent déjà l'ambition du projet. Donc voilà, oui, Bernard Lahire, donc sociologue, qui est là, on n'est pas du tout dans la branche des sciences sociales qui est assez importante aujourd'hui, qui travaille à un certain relativisme et notamment à repenser remettre en question, disons, la place de l'espèce humaine par rapport aux vivants, par rapport aux espèces animales. On n'est pas tellement là-dedans. Lui, il fait plutôt partie de ces gens avec d'autres qui cherchent à réaffirmer, à creuser l'idée d'une singularité de l'espèce humaine, malgré toute la nécessité des opérations de déconstruction et de décentrement qui sont en cours. Il fait partie de ces gens qui cherchent quand même à comprendre ce qui peut faire une singularité de l'espèce humaine. Il y a un concept très beau qui vient de chez Bernard Lahire, qui est le concept d'altricialité, qui est en fait un autre nom de notre problématique. Donc l'altricialité, c'est ce qui désigne la dépendance d'un être vis-à-vis d'un autre. Et notamment, il parle de l'atricialité qui commence au moment de la grossesse et puis qui se poursuit après. C'est ce qu'on appelle l'atricialité secondaire, qui est la prolongation du temps de dépendance de l'enfant vis-à-vis des adultes nourriciers. Et selon lui, il y a une exceptionnalité de l'espèce humaine qui est due à la longueur et à l'intensité de ce moment d'altricialité secondaire, qui est due selon lui à ce qu'il appelle le dilemme obstétrique. C'est pas lui qui l'appelle comme ça, c'est quelque chose qui existe en biologie. C'est qu'à un moment, les femmes humaines ont dû faire un choix entre la nécessité d'accoucher avant que le développement du cerveau soit trop important et que l'enfant ne puisse plus sortir. Donc il y a un compromis qui a été trouvé biologiquement pour faire sortir l'enfant et du coup nécessairement avant qu'il ait un développement total de son cerveau. Donc ça, il y a d'autres exemples comme ça dans le livre de Lahire où il montre que des fois il y a des virages dans l'évolution qui sont en fait le résultat de compromis entre des impératifs culturels, biologiques, etc. Et puis une autre singularité qui est de l'homme, ce qu'il appelle l'altricialité tertiaire, qui est qu'en fait cette dépendance de l'homme vis-à-vis des autres hommes, elle continue encore après parce qu'il y a une dépendance culturelle qui se met en place, une dépendance vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des sachants, vis-à-vis des savants, qui finalement prend quasiment toute la vie. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait de cette altricialité, qui est un autre nom du soin finalement, un trait fondamental, un trait caractéristique des sociétés humaines. Il s'appuie sur quelqu'un de passionnant qui est un médecin qui a écrit dans l'après-guerre, qui s'appelle Henri Vallon, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui lui aussi voit dans je le cite, dans cette vulnérabilité de l'enfant, une matrice initiale à partir de laquelle quelqu'un qui parle. Une matrice initiale à partir de laquelle s'est développée l'histoire de l'humanité. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, et Vallon aussi a cette très belle formule, l'humanité précisément faite de groupes où les individus ont en commun des rites, des traditions, etc. Mais d'abord, il aura fallu se soutenir les uns les autres afin de s'aider mutuellement à subsister. Et puis une autre formule encore, l'altricialité secondaire est à l'origine des instincts sociaux, des dispositions à l'altruisme, à l'entraide, à la coopération.
Et donc, il fait toute une généalogie passionnante de ces concepts de vulnérabilité, de prématurité, d'altricialité chez les philosophes, dans les sciences sociales, chez les biologistes, avec l'idée qui se forme à un certain moment de l'histoire que cette vulnérabilité, elle ne serait pas seulement une particularité de l'espèce humaine, elle ne serait pas uniquement sa faiblesse, mais elle pourrait aussi constituer une force, une puissance et une capacité d'agir. Et ça, voilà, il s'appuie sur Stephen Jay Gould, qui parle d'avantages évolutifs que représente cette vulnérabilité, ce qui est a priori contre-intuitif. Et puis, il parle de deux personnes dont je vous avais déjà parlé dans une séance, la séance 4, qui s'appelait La Cité Inorthopédie, qui était Bolk et Portman, qui sont les deux grands noms d'un courant qu'on appelle l'anthropologie biologique. C'est une séance dans laquelle j'ai beaucoup parlé de Peter Sloterdijk, qui a aussi des formules intéressantes sur l'architecture, qui fait partie de ces pratiques symboliques à l'aide desquelles les hommes sont parvenus à maîtriser plus ou moins bien la vulnérabilité que leur vaut leur destin, à l'aide d'anticipation imaginaire, d'armements mentaux. Donc cette idée de l'architecture comme l'un de ces armements mentaux, c'est une idée qui est assez intéressante pour faire face aux risques pour la vie et aux certitudes aiguës face à la mort. Et donc il y a cette idée aussi de l'homme défini comme un infirme néothénique. Néothénique, c'est un autre nom de toutes ces questions comme ça, d'individus qui naissent trop tôt et qui du coup ont besoin de soins pour vivre. Et puis Lahire, je voulais l'ajouter à notre corpus parce qu'il a aussi des choses à dire sur un sujet dont on a beaucoup parlé, qui est l'ambivalence du soin, et aussi le fait que le soin peut rapidement se transformer en non-soin, en anti-soin. Il s'appuie notamment sur Françoise Héritier, qui a parlé de ça, qui raconte comment le soin maternel, à un moment, peut se transformer en autoritarisme terrible. Et même, il a cette idée, Lahire, que l'autocontrôle de la violence chez les parents, c'est peut-être là qu'on peut voir une forme première de la manifestation du soin. Il faut que le parent essaye d'éduquer son enfant, mais il ne faut pas non plus que cette tendance à l'autorité prenne des proportions qui tuent l'enfant, puisqu'il faut le premier rôle du parent, c'est aussi de maintenir son enfant en vie. Donc il y a un équilibre comme ça qui est à trouver. Voilà. Et donc, ce qu'on voit avec Héritier, avec Lahire, c'est cette idée que le soin qui est premier, il est aussi aux sources de la violence. Et qu'il y a aussi peut-être, du coup, dans cet apprentissage, dans cet auto-apprentissage pour essayer de ne pas violenter son enfant, il y a aussi peut-être quelque chose qui peut faire la spécificité de l'espèce humaine, même s'il explique que on voit chez d'autres espèces cette même problématique. Par exemple, chez les crocodiles qui transportent leur bébé dans la gueule, mais il ne faut pas évidemment qu'ils les croquent, sinon ça ne marche pas. Donc il y a aussi cet apprentissage chez les animaux de ne pas violenter sa progéniture. Et puis donc cette idée-là qui est aussi une définition de l'humain, savoir que la violence est là, qu'elle est possible, savoir reconnaître la violence, et puis savoir ne pas céder, décider de ne pas céder à la violence. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans des écrits absolument fabuleux de Simone Weil, notamment dans l'Iliade ou le poème de la force. Où elle a cette idée qui définit on est humain si on connaît l'empire de la violence et qu'on sait ne pas la respecter. On trouve aussi des choses dans d'autres écrits de Simone Weil là-dessus, sur cette idée de décider de ne pas céder à la violence, et c'est ça le premier acte de soin. Donc voilà, si on assemble ces deux filiations, et c'est un peu tout l'enjeu, à la fois du champ médical et du champ de la philosophie politique, ces deux filiations du care, ou du soin, mais en fait, ou même d'autres mots, parce que finalement, on s'est attaché à ce mot-là parce qu'il a aujourd'hui un sens et une actualité, mais on pourrait utiliser d'autres mots, parce que par exemple, on retrouve des gens comme Ricoeur ou comme Lévinas qui disent exactement ce qu'on est en train de dire, évidemment, qui n'utilisaient pas le mot care. Donc en gros, l'hypothèse générale, c'est de dire que la relation de soin, on peut la poser comme un modèle, comme une référence pour penser la relationnalité, l'intersubjectivité, et que du coup on pose le soin comme un fondement des organisations humaines. Et c'est en fait exactement ce que disait Lévinas, dont on a parlé déjà dans la première séance. C'est ce qu'il appelait la vocation médicale de l'homme, c'est-à-dire la première chose que fait l'homme, c'est prendre soin de l'autre homme qui est par terre, qui est tombé, qui est malade, qui est en train de mourir. Et donc, ce qu'il appelle cette vocation médicale, c'est ce qui définit l'humanité elle-même.
Voilà, le soin comme base et donc le lieu du soin, ça c'est l'hypothèse que nous on fait, comme lieu zéro, comme référent, comme archétype pour calibrer l'architecture en général, avec l'hypothèse que toutes les architectures pourraient prendre une part de cette fonction soignante, même s'il ne s'agit pas de ne faire que des hôpitaux, mais d'imaginer que chaque architecture peut être un rôle dans un projet de soins global. Alors, quelles conséquences pour l'architecture? Donc, on a vu beaucoup au cours de ces années comment l'architecture a été un dispositif d'exclusion de la vulnérabilité, d'invisibilisation de la vulnérabilité, avec tout un tas de dispositifs de mise à distance des malades, avec l'épisode qui se répète dans l'histoire, des architectures des architectures du soin qui se rapprochent des architectures carcérales, avec l'épisode de l'apparition des architectures machines, sur lesquelles je vais revenir un petit peu. Et donc, il y a l'émergence aussi de ces architectures qui sont pensées comme des outils au service de la guérison, du rétablissement, de la remise dans la norme. Donc, on n'est pas censé y rester, on est censé passer par là et retourner dans une forme de normalité. C'est comme ça que l'architecture est posée comme objet de soins. Donc, évidemment, tout ce qui est maladie chronique, tout ce qui est incurable, ça passe à la trappe. On a dans la séance 6 aussi insisté un peu plus avec Foucault sur le soin et le lieu du soin comme lieu d'expression du pouvoir. Donc là, on est vraiment dans la tradition très biopolitique, avec un rapprochement qu'on avait fait entre le corps du patient et le corps du condamné. Et puis, dans une autre séance, j'étais aussi revenu sur la manière dont l'architecture, toute architecture, pas simplement celle du soin et de l'hôpital, comment toute l'architecture, progressivement, s'est formalisée à la mesure d'un homme idéal, d'un homme en bonne santé, d'un homme autonome, d'un homme seul, le self-made man, qui en réalité n'existe pas. Et donc, c'est l'émergence, à toutes les époques, il y a des moments où c'est fait de manière très formaliste, c'est-à-dire qu'on fait des bâtiments qui ressemblent à des hommes en bonne santé, musclés, blancs, enfin, vous pouvez imaginer tout ce qu'on y met, et qui, de fait, cette architecture exclut tous les corps qui ne rentrent pas dans cette vision qu'on appellerait aujourd'hui validiste de l'espace. Alors plutôt, évidemment, ce qu'on essaye, les hypothèses qu'on a essayé d'opposer à ce modèle-là, c'est d'autres formes d'architecture qui sont habitables par d'autres formes de sujets, des sujets vulnérables, des sujets malades, des sujets alités, voire des sujets, voir l'hypothèse d'Alvar Aalto qui a été aussi retravaillée par Béatrice Colomina, qui a fait aussi une intervention dans le séminaire, qui est de dire que le nouveau corps étalon de l'architecture, ça devrait être le corps du tuberculeux, le corps du malade, le corps le plus faible doit devenir le nouveau corps étalon de l'architecture. Donc ça, vous trouvez ça chez Béatrice Colomina, qui s'appuie notamment sur Aalto et sur le fait qu'il a dessiné une chambre qui est faite à la mesure d'un malade alité. Jusqu'à des modèles anti-validistes. Je vous avais présenté ce travail que j'aime beaucoup de Thomas Carpentier, qui est un jeune architecte français qui a construit une critique de l'homme idéal de Le Corbusier en proposant d'autres formats d'hommes et essayer de construire des architectures pour ces corps hors normes. La piste des anti-architectures, c'est-à-dire décider de ne pas faire de l'architecture dans une dimension de soin. Donc ça, c'est par exemple l'épisode d'Aldo Van Eyck et des terrains de jeu à Amsterdam. Je vais un peu vite, parce que tout ça, c'est des choses qui ont été vues déjà. Des architectes sur lesquels je m'étais longuement arrêté, qui sont Goldberg et Erzberger, parce que c'est les architectes qui ont essayé de manipuler les notions ils l'ont pas explicité comme ça, mais d'injecter des lieux de care dans des grandes institutions du CUR. Et notamment, ils sont intéressants tous les deux parce qu'ils ont utilisé leur travail sur les lieux de soins pour construire des critiques générales de l'architecture moderniste. Donc, ils étaient vraiment dans une posture très militante aussi, avec des architectures magnifiques qu'ont produit ces deux-là. Ça, c'est Goldberg. On a vu un certain nombre d'exemples d'architecture que j'ai appelé recalibrés pour des habitants dépendants. On l'a vu avec Myriam Chabani. On l'a vu aussi avec le travail de Fanny Cérez.
On a vu aussi l'idée que participer à la conception d'architecture peut être envisagé comme un soin. Ça, c'était l'hypothèse aussi que proposait Peter Versteeg dans ses architectures participatives avec des patients dans les hôpitaux psychiatriques en Suisse. Je l'ai dit déjà aussi, tout un tas d'autres architectures qui inscrivent dans leur cahier des charges une prise en charge d'une certaine forme de précarité. Donc ça, c'est le travail que fait Elisabeth Essayan et d'autres pour recenser ces lieux-là et ces démarches-là d'architectes qui intègrent la vulnérabilité dans leur travail. Et puis, à côté de ça, il y a aussi toute une piste de travail théorique qui accompagne ce sujet-là. C'est d'envisager le fait que l'architecture, plutôt que de travailler au déni de la vulnérabilité, pourrait travailler à l'accompagnement de la vulnérabilité jusqu'à mourir avec l'habitant lui-même. Ça, c'est un exemple volontairement provoquant et extrême des artistes Berdaguer et Péju, mais qui pose en fait une question fondamentale que j'aimerais juste rappeler parce qu'elle est importante aussi. Et on l'a abordé un peu dans la séance 3, parce qu'il faut aussi se rappeler que l'architecture traditionnellement est pensée, et à mon sens, elle doit continuer à être pensée comme un des outils de ce que Hannah Arendt appelait la durabilité du monde, c'est-à-dire ces choses qui font que le monde dure d'une génération à l'autre, c'est-à-dire que le monde ne s'arrête pas dès qu'une génération meurt. Ça, c'est des choses qu'on trouve aussi chez Pierre Quay, François Choët, qui sont des historiens de l'architecture, entre autres, surtout Choët, sur le fait que le travail de l'architecture, c'est solidariser les générations successives dans une œuvre poursuit en commun. Voilà. Après, le problème qu'on avait abordé dans cette même séance, c'est que souvent, cette mission de durabilité, elle prend la forme du modèle parfois écrasant du monument, de l'architecture indestructible, éternelle. Et voilà, j'avais raconté qu'en fait, ça participe à la quête d'immortalité de l'espèce humaine elle-même. Alors du coup, est-ce qu'on devrait se débarrasser de ces monuments dans un objectif de care? Ça, c'est l'hypothèse fictionnelle qui est rapportée par Bruce Begou dans son livre sur les ruines. Le problème principal deviendra que faire des bâtiments construits sous le régime de la durabilité, de ces bunkers et de ces coffres-forts, obstacles immuables. On instituerait alors un centre scientifique de la démolition des bâtiments qui se consacrerait à les rendre éphémères. Donc en fait, on touche là, ça paraît de la fiction, mais on touche à des problématiques architecturales tout à fait concrètes, en fait, qui aujourd'hui concernent beaucoup les architectes sur la demande de flexibilisation des espaces. Voilà, donc si on considère que le régime du tout éphémère, il est en fait lui aussi problématique, parce que même il est créateur à son tour de vulnérabilité, ça c'est la chose que je vais développer dans quelques minutes. En d'autres termes, si on considère que la réponse des artistes, des architectures qui meurent avec les habitants, elle n'est pas généralisable, est-ce qu'il y a par contre d'autres régimes de durabilité à trouver et d'autres formes, voilà, d'autres manières de faire durer les productions architecturales? Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà un petit peu évoquées, c'est les notions par exemple de réparation, de maintenance, qui maintenant sont au cœur des préoccupations des architectes, avec notamment cet exemple très manifeste qui a été vu dans l'avant-dernière séance de la dernière fois, qui est un projet d'hôpital psychiatrique qui a été réparé en Belgique avec un rapprochement très explicite fait par les architectes, à la fois d'une réparation de l'espace et d'une réparation des patients qui occupent l'espace. Donc quelque chose de très littéral aussi qui a été mis en avant par les architectes. Voilà. En d'autres termes, et après je passe à la partie 2, est-ce qu'il faut, pour reprendre la formule de Paul Ricoeur, est-ce qu'il faut remettre un minimum d'invulnérabilité dans ce qui est vulnérable? Ricoeur, il est intéressant pour nous parce qu'il a fait notamment pour voir le déplacement qu'il a fait depuis la prise en compte de la fragilité des individus comme un postulat pour commencer, pour le déplacer vers une prise en compte de la fragilité des institutions, des organisations, de la société et même de la nature. Donc, par exemple, il y a un article du Monde dont le titre est très clair, « La cité est fondamentalement périssable », et un autre texte dont j'ai mis un grand extrait ici, sur la notion de responsabilité, où il propose le fait que dans ce régime d'une fragilité reconnue, généralisée,
le travail du politique, c'est de réintégrer des poches de non-fragilité pour retrouver des choses à quoi s'accrocher. Et ça c'est une bonne formulation de la deuxième partie sur laquelle je vais démarrer. Et donc Ricoeur qui a beaucoup travaillé sur le concept de responsabilité. La protection de la vulnérabilité du monde, c'est ce qu'il reformule sous le terme de responsabilité. Et c'est ce qui fait aussi à nouveau la singularité de l'espèce humaine. Voilà, donc deuxième partie. Une deuxième partie donc, qui est revenir sur un travail qu'on avait engagé aussi, surtout la première année, c'est d'essayer d'établir une critique de la notion de flux. En fait, l'hypothèse qui sous-tend ça, c'est que ce modèle dont j'ai parlé, de l'architecture machine, de l'architecture normative, qui est construite à la mesure d'un sujet autonome, elle a pris aujourd'hui une forme très particulière et particulièrement destructrice à mon sens, qui est l'architecture du flux, qui est le versant spatial, ou l'espace plus simplement, d'une société du flux, y compris dans ce qui relève du soin. Et au contraire, bien sûr, on va vouloir défendre ce qui pourrait être une architecture du non-flux, du répit, de l'obstacle, du barrage, de l'immobilisme, de la permanence, de la stase. C'est des concepts que je vais dire dans les prochaines minutes. Donc en fait, voilà, je vais un peu reprendre et ajouter et dire mieux des choses qu'on avait entamées, surtout dans la séance numéro 2. Voilà, on avait essayé de comprendre quelle était l'architecture du soin à laquelle aujourd'hui on avait affaire. Voilà, ça s'inscrivait dans toute une tentative de compréhension des typologies qu'a pris l'hôpital dans l'histoire, avec l'émergence de la dernière typologie qui est encore celle en vigueur aujourd'hui, qui est celle de l'hôpital monobloc, ce qu'on appelle, qui est encore la forme qui a été choisie par la PHP pour construire le grand hôpital au nord de Paris. Donc c'est des hôpitaux très tramés, très efficaces, très rationnels. Et donc ce que j'avais un peu raconté, c'est que ces grilles orthogonales étaient vraiment des formes au service de la notion de flux. Je vais repartir aussi d'une séance qui avait marqué quelques esprits l'année dernière, notamment le mien, qui était la séance consacrée à l'Adamant lui-même, avec Gérard Ronzetti, son architecte, et avec Éric Piel, son fondateur. Pourquoi je repars de ça? Parce que Gérard Ronzetti avait commencé, je crois, ou enfin il avait placé un moment, il avait parlé des ravages que font un objet architectural très présent aujourd'hui, qui est le diagramme, qui est un outil très utilisé en architecture, et qui est l'outil, pour vous dire en 2 mots, que les architectes généralement reçoivent dans des cahiers des charges avant de faire des bâtiments, qui sont des premières formes de spatialisation abstraite des espaces qui composent un projet. C'est un outil qui a pris une importance très importante aujourd'hui. Je vous ai mis, juste pour que vous compreniez de quoi je parle, quelques exemples qui sont tout à fait publics, mais qui sont tirés du programme qui avait été rédigé par la PHP pour l'hôpital Nord. Donc, l'hôpital Nord qui a vraiment repris cette typologie du flux, et qui, pour info, le projet a été mis en arrêt. Je ne sais pas où ça en est par le tribunal de Paris cet été. Parce que, pour reprendre la formule de la justice, les avantages du projet n'étaient pas à la hauteur de ses inconvénients. C'était un truc comme ça. Après, il y avait des détails, mais le projet a été mis en arrêt, notamment pour la question du nombre de lits, dont la diminution était jugée trop problématique par... voilà. Et donc, parmi les documents programmatiques que reçoivent les architectes, donc ça c'est des documents publics, hein, sinon je ne vous les montrerai pas, ils sont téléchargeables sur le site de la PHP. Donc il y a un certain nombre de cahiers des charges, sachant que la PHP a réalisé ce travail avec ICAD. Je le signale parce que ça fait partie aussi, il me semble, d'un certain problème qu'on doit comprendre dans sa globalité. Et donc c'est ce genre de documents que les architectes aujourd'hui reçoivent, qui sont des mises en espace abstraites de l'architecture, qu'on doit suivre évidemment, sinon le projet est éliminé. Donc on a ces formes-là qui sont en gros
Donc voilà, Ronzati avait exprimé tout le problème que posait le fait qu'on ait à gérer ce genre de documents. Donc voilà, en fait, on a en gros des documents qui isolent les fonctions les unes des autres en les identifiant clairement, et d'autre part qui organisent, qui imposent en fait les flux pour aller d'une fonction à une autre, et qui interdit aussi des flux pour aller d'une fonction à une autre. Donc en fait, on a une première formalisation de l'architecture, puisque c'est quand même ça, donc qui montre des fonctions complètement autonomes et identifiées, et qui montre des règles de déplacement pour aller d'un point à un autre. Avec d'ailleurs un paradoxe qui est la conséquence aussi de ça, c'est qu'aujourd'hui, dans les architectures, en particulier dans l'hospitalier, on a des espaces de circulation, puisque les espaces de circulation ne servent qu'à aller d'une fonction à une autre. On a des espaces de circulation qui prennent des ratios de plus en plus importants, 10, 15%, voire plus parfois, alors que ce sont la plupart du temps des espaces à proprement parler inhabitables, puisqu'on ne peut pas s'y arrêter, puisque généralement ils sont calibrés pour le croisement de 2 personnes, voire le croisement de 2 brancards. Donc on est dans des espaces qui sont réellement inhabitables, alors qu'ils prennent une place très importante en fait dans le projet. Et voilà, et donc on est vraiment dans la formalisation d'architectures dans lequel on peut voir le rêve de l'ambulatoire qui est généralisé à tout, au-delà de l'acte médical. On est dans un espèce de système de circulation, des dispositifs de mise en circulation des objets, des fluides et des individus qui sont pris aussi dans une injonction au mouvement et dans une vision très fluidifiée, liquidifiée du monde, où on attend de chacun, du patient, du soignant, une adaptabilité, une réactivité, une flexibilité pour se plier à ce mouvement permanent. Et on reconnaît dans ces termes flexibilité, adaptabilité, tout ce qu'on attend de l'individu plus généralement dans les organisations néolibérales. Donc je vais essayer de dérouler un peu cette proposition, sachant qu'en plus sur le diagramme, on peut aussi citer Michel Foucault qui, dans Surveiller et punir, a bien vu le problème que posait cette forme spatiale abstraite, sachant que pour lui, le premier diagramme, en fait, celui qui l'analyse comme étant fondateur, c'est le diagramme panoptique. Donc évidemment, c'est pas anodin. C'est la représentation idéale d'un dispositif d'incarcération, c'est une prison. Sachant, je vous rappelle, on en avait parlé déjà, que ce modèle de panoptique avait été pris aussi par l'un des architectes qui avait proposé la reconstruction de l'Hôtel-Dieu, qui avait reproduit cette forme de prison pour faire l'Hôtel-Dieu de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Et donc le diagramme, voilà, il est posé par Foucault comme un modèle généralisable de fonctionnement, une manière de définir les rapports du pouvoir avec la vie quotidienne des hommes. Et Deleuze en a fait une analyse à son tour dans un texte qui s'appelle « Un nouveau cartographe » sur Foucault. Donc pour comprendre ça, cette importance du flux et ce que ça donne, d'abord dans les lieux de soins et puis plus généralement. Donc je vais rapporter quelques références qui sont propres au monde du soin, de l'hospitalier, puis après quelques références qui analysent le flux de manière plus générale comme structurant aujourd'hui dans nos organisations. Donc évidemment, cette architecture du flux, elle correspond à une certaine vision du soin, évidemment, une approche managériale et techniciste du soin. Un rappel sur l'origine de ce modèle, un point vraiment majeur, qui est ce moment de la reconstruction de l'Hôtel-Dieu à la fin du XVIIIe siècle, avec tout un tas de projets qui ont été proposés pour reconstruire l'Hôtel-Dieu, et cette idée qui est apparue de l'hôpital comme machine, avec déjà, on retrouve dans des écrits de l'époque, cette idée du flux qui commence à prendre une idée très importante dans les préoccupations des architectes. Et cette idée qui arrive au même moment, c'est l'idée de la guérison, du rétablissement, de la remise aux normes qui devient l'objectif de l'hôpital. Et puis je vais en dire un peu plus sur... Et puis voilà, on peut aussi rappeler cette citation que j'avais déjà rappelée de Paul Valéry. Le malade de l'avenir est une collection de fiches, de graphiques, de nombres, d'enregistrements divers. Voilà, ça décrit bien un petit peu ce à quoi on a affaire aujourd'hui dans un certain nombre de cas. Je vais en dire un petit peu plus pour comprendre la situation contemporaine, rapporter 2 ouvrages pour comprendre les logiques à l'œuvre aujourd'hui dans les lieux du soin. Je l'avais évoqué très rapidement, mais il y a ce livre de Juvin, Pierru, Vincent, La caisse du siècle,
qui est toute une analyse des réformes de l'hôpital public dans les dernières décennies, avec, je le cite, la diffusion d'un paradigme d'oxia gestionnaire et d'oxia technophile, où il y a des pages qui sont très claires sur l'hôpital qui devient un techno-hôpital, où le numérique et l'innovation sont les valeurs cardinales, où le travail de care est délégué, privatisé, externalisé aux portes de l'hôpital, etc. Et il rapporte notamment des choses qui sont extraites d'un plan médecine du futur qui avait été lancé sous Hollande, notamment par Marisol Touraine et par Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie. Un plan médecine du futur, avec notamment l'idée de penser l'hôpital comme structuré autour de plateformes collaboratives. Donc on voit tout ce langage aussi qui arrive dans le monde du soin. Et puis des choses très claires sur la notion de flux. Voilà, qui ne peuvent pas le dire plus clairement que je pourrais le faire moi-même. L'hôpital du futur sera ainsi de plus en plus un lieu de la gestion des flux médicaux, etc. Technicisation et économisation de l'hôpital public. Un autre texte, oui, juste là-dessus, c'est sur la question de l'informatique et de la technique, comment ça a influencé aussi l'évolution de l'architecture. Je l'avais abordé dans une séance en expliquant notamment comment à un certain moment l'architecture informatique, l'architecture numérique, l'architecture de l'ordinateur elle-même, a pris le pas sur l'architecture physique et comment on a demandé à l'architecture physique en fait de se calquer sur l'architecture du réseau, de l'information. Avec cette idée d'hôpital numérique qui a beaucoup préoccupé certains architectes dans les années 2000 surtout. Un autre texte important qui est paru il y a quelques temps, du médecin Bernard Granger, un texte qui s'appelle Excel m'a tué, donc au titre clair, qui notamment s'appuie beaucoup sur l'un des grands sujets dans l'évolution récente, qui est la tarification de l'activité, qui a aussi beaucoup d'impact, y compris dans l'organisation spatiale des hôpitaux. Et voilà, il parle plus généralement des problèmes de la bureaucratie, comment ces choses-là ont complètement étouffé le soin, et des logiques de management qui ont vraiment pris le pas dans l'hôpital, avec un passage que j'avais envie de vous rapporter, qui n'est pas directement dans son livre, mais qui est dans un interview qu'il a donné à l'Obs, où il parle de l'idée de projet, qui n'est pas du tout qui n'est pas celui qu'on emploie en architecture. Le projet, c'est pas celui-là, mais c'est le projet vraiment comme ce nouveau terme très caricatural qu'on emploie dans les entreprises. L'opium des directions hospitalières actuelles est le projet. Quand un directeur ne sait plus quoi vous répondre, il leur donne « écrivez-moi votre projet, tous tes projets, etc. etc. » Enfin, vous voyez à quel monde ils font référence. Pour information, Bernard Granger avait été reçu par la chaire de philo à l'hôpital. Donc, si vous avez la flemme de lire son livre, vous pouvez regarder en replay son interview dans le cycle « La chaire reçoit des auteurs ». Lire les grands textes. Comment ? C'était lire les grands textes ou reçoit les auteurs, je sais pas. Et voilà, quelques références ensuite plus générales sur la problématique du flux, avec Boltanski, Chapello, Barbara Stigler et Mathieu Kay. Boltanski, Chapello, je l'avais un tout petit peu évoqué, mais c'est l'un des livres essentiels sur ces problématiques-là. Donc un livre qui date de 99, oui, qui s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme. Voilà, qui était toute une grande analyse de la manière dont le capitalisme avait récupéré un certain nombre de valeurs et qu'il avait mis au centre de son projet, et notamment ces notions de flux, de flexibilité, etc. Et il y a de très longues analyses sur l'attente de flexibilité dans le monde du travail, y compris dans le monde du soin, et la flexibilité des individus comme nouveau grand mot d'ordre des organisations entrepreneuriales. Avec une idée, on retrouve le concept de projet qu'avait dénoncé Granger, un concept de cité par projet qui est avancé par Boltanski et Chapello. Donc le concept de cité, c'est un concept de justice, un concept un petit peu complexe, mais il faut le comprendre en gros comme la cité comme un agencement sociétal, c'est-à-dire comme un système qui attribue des grandeurs aux individus. Dans une cité, tel individu vaut plus qu'un autre, et la société se met d'accord sur une vision juste des grandeurs qu'on attribue à telle ou telle personne. Ils avaient travaillé dans leur livre précédent sur plusieurs modèles de cité, et selon eux, la cité correspondant au mouvement néolibéral, c'est ce qu'ils ont appelé la cité par projet.
Et le grand habitant de la cité par projet, c'est-à-dire celui qui a le plus de valeur, c'est l'individu flexible, donc c'est la qualité qui est la plus valorisée. Voilà, le grand se révèle adaptable, flexible, susceptible de basculer d'une situation dans une autre très différente et de s'y ajuster, polyvalent, capable de changer d'activité, etc., etc. Ce sont précisément cette adaptabilité, cette polyvalence qui le rendent employable, c'est-à-dire dans l'univers de l'entreprise, à même de s'insérer dans un nouveau projet. Sachant que celui qui n'y arrive pas, il est exclu. Celui qui n'a pas de projet est menacé d'exclusion, c'est-à-dire de mort dans un univers réticulaire. Et cette idée de cité par projet, elle est assez précise, je crois, et passionnante pour l'architecture. Parce que cette idée de cité par projet, c'est aussi quand même la possibilité, comment habiter un monde qui est composé de flux. C'est-à-dire comment, malgré tout, trouver des dispositifs pour s'arrêter de temps en temps un petit peu, même très rapidement, même très temporairement. C'est ce qui s'explique avec cette idée de projet qui permettent la production et l'accumulation dans un monde qui, s'il était purement connexionniste, ne connaîtrait que des flux sans que rien ne puisse se stabiliser. Et donc, il définit le projet comme une poche d'accumulation temporaire. Et je pense que cette définition poche d'accumulation temporaire peut facilement être déplaçable à ce qui est régulièrement attendu dans l'architecture aujourd'hui. Une architecture qui est prête à être déconstruite, à être réaménagée, à être réagencée à la moindre occasion. Et ça, je le redis, ça fait derrière des textes un petit peu théoriques, ça renvoie en fait à des problématiques très très concrètes dans la production architecturale contemporaine, avec le risque d'une ville générique, homogène, puisqu'on demande qu'elle puisse accueillir à peu près tout et n'importe quoi et qu'elle puisse se transformer en autre chose. Et je vous rappelle par ailleurs, on l'avait dit aussi, donc, depuis les années 70, il y a des recherches qui montrent que la ville homogène, la ville générique, elle est créatrice de pathologies très très sérieuses et qui maintenant sont bien documentées. Donc voilà, en gros, cette idée de la cité par projet, qui est un moyen, faute de mieux, de continuer à habiter en refabriquant un peu de la permanence qui, rappellent les auteurs, reste malgré tout vitale à l'être humain. Donc il y a la tension, je les cite, entre l'exigence de flexibilité, c'est-à-dire la nécessité d'être quelqu'un, et la nécessité d'être quelqu'un, c'est-à-dire de posséder à la fois une spécificité et une permanence dans le temps. Donc il pose cette grande question, comment à la fois, si c'est possible, être quelqu'un et être flexible dans ce monde qui est le nôtre. Parce que voilà, même l'humain le plus docilement soumis à la logique de flux, malgré tout, il a toujours de temps en temps besoin de s'arrêter, parce qu'il est toujours en retard sur les flux, et ça c'est une formulation qui vient d'un autre texte de Barbara Stiegler, donc philosophe française passionnante, qui a écrit un livre en 2019 qui vient de sortir en poche, donc maintenant il n'est pas cher si vous voulez, qui s'appelle « Il faut s'adapter », entre guillemets évidemment, et c'est l'enquête sur un nouvel impératif politique, et qui parle de cette injonction permanente à l'adaptation, à l'adaptabilité des individus face à un monde qui va vite, et les individus sont responsables de leur lenteur à s'adapter à ces évolutions. Donc c'est un texte qui est absolument passionnant, un texte sur le néolibéralisme, c'est une analyse en gros du néolibéralisme. On s'appuie notamment sur une personne qui s'appelle Walter Lippmann, qui est posé par Stiegler comme l'un des inventeurs en gros du néolibéralisme, à la suite d'un colloque qu'on appelle colloque Lippmann, qui a eu lieu à Paris en 1938, je crois, dans lesquelles les grandes bases du néolibéralisme ont été posées. Elle parle notamment du lien du néolibéralisme avec le darwinisme, dans laquelle les économiciens, je sais pas comme c'est qu'on dit, comment la notion d'adaptation au milieu, qui est une notion très importante du darwinisme, l'espèce doit s'adapter à son milieu, comment cette notion-là a été déplacée dans des logiques économiques. Donc on demande à l'individu de s'adapter à des nouveaux contextes. Et donc il y a cette idée du néolibéralisme qui s'appuierait sur une déficience radicale de l'espèce humaine, sur une défectuosité du matériau humain, et du coup la formulation d'un retard généralisé, lui-même renforcé par l'injonction permanente à s'adapter pour évoluer. Donc l'être humain est mis en situation en permanence de s'adapter à un monde qui avance plus vite que lui. Et il est toujours mis en situation, on lui rappelle son retard par rapport aux flux économiques, aux objets économiques. Il y a une fête qui commence derrière. Vous entendez quand même ?
Normalement, ils avaient promis qu'il n'y ait pas de fête. Et donc voilà, et on peut considérer, pour ceux qui avaient suivi les premiers cours, qu'il y a une reformulation de, j'avais parlé du retard, donc formulé par Günther Anders, le retard de l'homme vis-à-vis des objets qu'il produit. Il y a une espèce de jalousie qui se met en place parce que les objets durent plus longtemps. Et là, il y a une espèce de reformulation dynamique, en fait, où l'homme, le retard qu'il crée, c'est par rapport aux flux qui vont plus vite que lui. Et donc, il est mis en situation comme ça de sans cesse se rattraper les flux qui vont plus vite que lui. Donc, on est dans cette société qui valorise la flexibilité, l'adaptabilité, etc. Et donc, ce que dit Stigler, c'est ce que disait Boltanski, Chapello, est-ce qu'on peut, avec ces mots à elle, est-ce qu'on peut opposer au flux la possibilité de la stase? Donc, ce qu'elle appelle stase, c'est ce qui relève d'un effort des vivants pour ralentir ou stabiliser artificiellement le flux du devenir. Encore une fois, programme que je propose de rendre architectural aussi. Une autre formulation encore de la stase, c'est l'idée de faire barrage, mais c'est toujours la même chose. Hein. Ça vient d'un livre passionnant de Mathieu Kay, qui est sorti en 2022. Aussi, là, on est dans une littérature très, très récente, qui écrit un livre qui s'appelle Flux, tout simplement, dont le sous-titre est clair, Comment la pensée logistique gouverne le monde. Donc, c'est une analyse de la manière dont ce concept de flux a progressivement pris le pouvoir. Comment notamment ça vient d'abord de l'art militaire avant d'être déplacé dans la sphère économique. C'est l'art militaire qui le premier a commencé à raisonner en termes de stock, de trajet, avant, en particulier dans la marine. Et puis ça a été déplacé vers le transport de marchandises. Et puis le chapitre peut-être le plus impactant, c'est l'émergence de ce qu'il appelle la logistique humaine, c'est-à-dire comment ces notions-là ont été déplacées vers les individus. Le débordement de la rationalité logistique au-delà des objets apparaît nettement dans la gestion de la trajectoire des personnes. Donc comment à un moment les individus eux-mêmes sont pris dans des logiques de flux. Et il en parle en particulier dans les institutions du soin, avec d'abord la fluidification des soignants. On leur demande d'optimiser leur temps de travail par la flexibilisation des activités, avec cette idée que vous connaissez très bien, les soignants parmi nous, de concevoir les personnes comme des ressources pour les rendre mobiles entre services et maximiser leur utilité dans le système hospitalier, etc. Sachant qu'il s'appuie aussi sur une note de l'Haute Autorité sur la santé, sur l'ambulatoire, qui était particulièrement claire dans ses objectifs, optimiser les différents flux en leur appliquant des règles, éprouvées dans d'autres domaines, le monde de l'industrie, etc. Et donc, les patients eux-mêmes ce sont en fait les patients dont cette phrase parle. Les différents flux, ce sont les flux de patients. Et donc, une fois l'hôpital défini par entreprise, on considère les personnels et les patients comme des intrants qu'il s'agit de gérer de façon optimale, etc. Donc, c'est une autre formulation de notre problématique. Donc voilà, on est dans un monde où j'avais parlé de la problématique, enfin j'avais parlé avec beaucoup d'autres gens, de la réification, c'est-à-dire transformer le patient en objet. Et là, on peut se demander si on a aussi si la liquéfaction est une autre forme de réification à laquelle on a affaire aujourd'hui, et si cette liquéfaction du soin n'est pas aussi une liquidation du soin. Quelques autres références sur le flux. Un texte qui est très bien du Comité Invisible, qui résume très bien la situation. Le pouvoir et logistique bloquons tout. Donc je vous invite à lire également ce texte. Et puis je vous rappelle aussi des références qui pour moi sont d'autres références qui sont fondamentales, qui sont l'apport des géographes marxistes, notamment aux États-Unis. On a eu Henri Lefebvre en France, qui a écrit La production de l'espace, je crois. Les Américains, c'est les plus connus, c'est David Harvey, c'est Kenneth Frampton, qui sont en gros des géographes qui se sont saisis de l'arsenal marxiste pour construire leur approche de l'espace. Donc penser l'espace comme une production capitaliste de déplacement de capital, de stock, etc. Et c'est les pionniers à ma connaissance de ce genre d'analyse, avec déjà des appels à stabiliser par moment l'espace, à bloquer les flux. Donc on était déjà dans cette et dans le texte écrit avec Cynthia, on s'était appuyé sur leurs analyses d'appel à stabiliser l'espace.
parce qu'ils avaient vu déjà aussi, dès les années 70, 80, 90, les problématiques, y compris sanitaires, que posait ce genre d'approche. Il y a une illustration cet été assez dramatique de la manière dont ces logiques d'injonction au flux à coloniser tous les espaces de la ville. Peut-être avez-vous entendu parler de cet arrêté monstrueux pris par la ville d'Angoulême pour interdire aux gens de rester assis. Donc c'était une injonction comme ça au déplacement permanent. Vous vous en doutez, ça visait un certain type de population. Ça a été annulé finalement face à quand même une forme d'opposition, mais on est quand même dans cette interdiction de l'immobilisme et de la permanence qui va coloniser jusqu'à l'espace public. Et puis on pourrait évidemment mettre ça en lien avec la manière dont l'espace a été géré aussi pendant l'épidémie, indépendamment des raisons pour lesquelles ça a été décidé. Et puis on peut trouver chez Adorno une bonne formulation de la ville à laquelle on a affaire aujourd'hui. Donc il y a un texte qui s'appelle Minima Moralia, qui était une réflexion sur la ville mutilée, qui était un texte qui analysait la destruction des villes européennes et la reconstruction des villes européennes. À ce sujet-là, je ne l'ai pas remis ici, mais j'avais parlé de j'ai oublié son Mitscherlich, qui avait écrit un livre passionnant qui s'appelle Psychanalyse et urbanisme, qui mettait en garde sur la manière dont les villes européennes étaient reconstruites de manière très brutale, et il mettait en garde sur les problématiques que ça allait poser ensuite. Donc voilà, Adorno, lui, parle d'une ville comme asile pour sans-abri, dans lequel le temps de la maison est passé et dans lequel les habitants sont mis en situation de ne plus avoir de maison et de se déplacer sans cesse, d'habiter dans des caravanes ou dans leur voiture, sous la tente ou à la belle étoile. Donc on a, ça c'était une représentation d'architectes que j'adore, des japonais, qui s'appelle Arakawa Ejin, qui est une forme de représentation qui me paraît assez belle, de ce que peut être le projet de rester vertical dans un monde mouvant, dans un monde pensé comme un assemblage de flux en mouvement permanent. Donc aujourd'hui, on est dans un moment où beaucoup d'espaces de la cité, dans le monde du soin ailleurs, paraissent écrasés, arasés par la puissance horizontale du flux, qui aplanit tout sur son passage, et qui nous pousse tous à l'horizontale, qui nous pousse à nous coucher dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi se coucher comme quand on se couche dans un jeu de cartes où on décide d'abandonner la partie. Et donc la question qui se pose, c'est comment opposer à ça une verticalité, comment rester vertical pour reprendre la très belle expression de Alain Guiraudy, qui, je crois, l'a emprunté lui-même à... C'est rester vertical, c'est la position que l'homme doit prendre face au loup. Pour le loup, l'homme est c'est l'explication que Guiraudy donne. Pour le loup, l'homme est un animal vertical et c'est ce qui lui donne sa puissance et sa force. Et il faut surtout, face au loup, rester vertical et démontrer sa forme d'ancrage dans le sol. Comment, en d'autres termes, donner raison à Pérec, qui, dans Espèce d'espace, dit « J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. » Et je redis simplement que ça remontre aussi cette idée-là, la complexité, d'une certaine manière, de notre projet. Si on rassemble, en conclusion, les deux parties que j'ai faites aujourd'hui, il y a en fait, dans un premier temps, même si c'est pas forcément, ça se suit pas forcément, il y a accepter, rendre visible les différentes formes de vulnérabilité qui ont été écartées. Et puis, il y a dans le même temps ne pas accepter les autres formes de vulnérabilité qui sont produites par ces architectures dont on parle aujourd'hui. Donc on retrouve en fait cette idée de réinstiller des poches d'invulnérabilité, de permanence dans un monde de flux. Donc on retrouve ce double projet qui est assez compliqué sur lequel il est assez compliqué d'avancer. Et on retrouve aussi cette phrase de Bruce Begou, donc Bruce Begou qui était l'un de nos invités aussi cette année, qui a sorti un livre l'année dernière qui s'appelle Ruine, Philosophie de la ruine, je crois. Voilà, avec cette idée d'essayer d'aller chercher ce qui subsiste néanmoins dans ce qui ne subsiste pas. Donc je pense que ça formule aussi bien notre problématique. Et je vais finir en illustrant ce qu'il me semble être
un exemple d'un lieu qui nous aide à rester vertical. C'est pas pour faire le faillot parce qu'Éric Piel est à distance, mais je reviens sur parce que c'est très concret, parce que Gérard Ronzati, je vous ai dit qu'il avait parlé de la problématique du diagramme comme une architecture de flux et de tout ce que ça posait concrètement comme problème. Ronzati nous a très vite dit que l'important pour lui dans ce bâtiment, c'est qu'il avait travaillé un peu à la manière de certains projets de Louis Kahn pour les architectes qui sont dans la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique de flux, il n'y a pas de circulation. On est simplement dans ce que Kahn appelait une société de pièces, c'est-à-dire une juxtaposition de pièces les unes à côté des autres. En fait, si vous faites le tour du bateau ici, il n'y a pas de couloir. Chaque pièce a une fonction et on peut s'arrêter dans chaque pièce. Donc c'est en fait une représentation très littérale de ce que peut être une architecture qui est pensée contre le flux, mais comme une juxtaposition de pièces dans laquelle on peut marcher, on peut avancer, mais dans laquelle on peut aussi s'arrêter. Et par ailleurs, il me semble que c'est particulièrement pertinent sur un bateau, puisque l'intérêt d'un bateau ici, c'est le bateau, traditionnellement, c'est ce qui a été produit de pire dans la logique de flux. Je me rappelle le modèle de la nef des fous, où c'était l'interdiction vraiment de s'arrêter, d'amarrer. On était dans un mouvement permanent, la mise en mouvement des malades était permanente. Donc on était dans ce que la logique de flux a pu incarner de pire. Et finalement, ici, l'Adamant, il trompe son monde en s'amarrant discrètement et en ne bougeant plus de son emplacement. La prochaine fois, je reviendrai sur cette notion, sur la notion d'horizontalité et sur la notion surtout de verticalité, avec quelques éléments qui vont un peu grossir le corpus, et avec surtout des réflexions qui viennent de recherches sur l'autisme, avec des gens comme Anzieux, comme Pierre de Lyon, etc., des gens chez qui la notion de verticalité, elle a un sens très très précis, et l'absence de création de verticalité chez l'enfant a des conséquences très précises. Et c'est une manière de préciser un peu ce concept de verticalité. Et puis, comme je vous le disais en introduction, mais Gaston n'était pas arrivé, on va voir en complément une troisième séance qui va venir dans la suite de ça et qui va illustrer, qui va résonner, on verra, avec 3 projets réalisés par l'agence Tolela Gilliland, en particulier avec des patients autistes. Et puis voilà, je vous remets la suite du programme. Notez les dates pour cette belle année qui arrive. Et je vous remercie.